France Inter. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour dans la tête de Trump ce soir. The U.S. will take over the Gaza Strip. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be so magnificent. Voilà, je vous le traduis quand même, les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza, et je vais pas faire le malin, mais la Riviera du Moyen-Orient pourrait être quelque chose de vraiment magnifique. Trump donc qui sidère le monde entier avec cette proposition. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est pas tant la faisabilité d'un tel projet, on y reviendra d'ailleurs avec Franck Madvon juste avant 19h. Ce qui nous intéresse, c'est la stratégie de sidération qui est celle de Trump, la stratégie du trop-plein, trop de décrets, de propositions choc et de coups de menton. Bonsoir Renaud Lassus. Bonsoir. Vous êtes à Washington, vous êtes l'ancien chef du service économique de l'ambassade de France, vous êtes contributeur régulier à la revue Le Grand Continent. Il y a eu ça hier, Renaud Lassus, mais si on regarde les 15 derniers jours, avant-hier c'était les droits de douane punitifs et puis retirés, on a eu le golfe du Mexique rebaptisé, on a eu des migrants à Guantanamo ou pas. À quoi il joue Donald Trump dans cette accumulation? Qu'est-ce qu'il essaye de tester exactement? Alors, il y a beaucoup de fils à tirer, à retirer dans ce que vous dites. Sur Gaza, il faut que vous disiez, mettons-nous dans la tête de Donald Trump. Il faut que nous nous habituions au fait que Donald Trump est un constructeur immobilier. Mm-hmm. Et que, oui, il regarde la bande de Gaza comme une opportunité business. Il y a des ruines, on va tout reconstruire et on va faire des casinos. Et puis, autour de lui, il y a évidemment des gens qui se disent que si les Palestiniens n'habitent plus là, etc. Donc, il y a des gens autour de lui. Mais lui, il raisonne comme ça d'abord. C'est ça le président américain. Ensuite, il y a une vraie méthode de saturer l'espace politique et médiatique par des nouvelles tous les jours. Ça a été théorisé par son conseiller politique Steve Bannon. C'est en train d'arriver. Mm-hmm. Il y a aussi l'idée d'aller très très vite. Et donc c'est une rencontre entre la pensée politique de Trump et certains patrons de la Silicon Valley qui... alors ce n'est pas Elon Musk dont je vais parler, mais rappelez-vous le motto, la phrase de Facebook, aller vite et casser les choses. Move fast and break things. Donc ils veulent aller très très vite pour prendre de vitesse les contre-pouvoirs, notamment sur tout ce que vous disiez, les mesures qu'ils sont en train de faire pour tester les limites de la démocratie américaine. Alors vous parliez effectivement de ce petit mantra move fast. Il y a un autre mantra qui dit let's see what happens, c'est-à-dire voyons voir comment ça va réagir. Est-ce que c'est ça aussi l'idée? Mettons la main sur le fourneau puis on verra si c'est chaud. Après on verra comment on réagit. Absolument. Je vous donne un exemple. Lorsque Donald Trump a amnistié les gens qui avaient attaqué le Capitole, qui est une mesure inouïe, il les a tous amnistiés, il a fallu 8 jours au Parti démocrate pour publier un papier de réaction. Et donc il va tester les limites, il est en train de le faire. Il est en train de tester tout un tas de limites évidentes de la Constitution américaine. Par exemple, le droit du sol, qui est marqué dans la Constitution. Eh bien, ses supporters disent, c'est pas si clair que ça. Eh bien, si nous ne délivrons pas des documents d'état civil à un enfant qui est né de parents étrangers, allons voir ce qui se passe. Mais Renaud Lassus, voilà. Est-ce que la question c'est, est-ce qu'il est en train de faire un pari? Et dans le doute, ça peut marcher, donc je tente pour un certain nombre de mesures, pas seulement Gaza mais d'autres. Est-ce qu'il déclenche volontairement une crise? Est-ce qu'on est sûr qu'il le sache lui-même? Parce que il est comme ses discours, Donald Trump, c'est quand même un grand improvisateur. Donc derrière ce fouillis, est-ce qu'on peut être absolument sûr qu'il y a une ligne, quelque chose qu'en fait il suit et que peut-être il camoufle dans l'ampleur des choses en fait? Non, je pense que le danger, c'est de penser qu'il ne fera pas ce qu'il dit. Et donc, sur l'autoritarisme, c'est la rencontre de sa personnalité, qui ne soutient pas la contradiction, et d'une pensée ancienne de gens qui sont autour de lui et qui étaient très minoritaires jusqu'ici, en faveur de la concentration exclusive des pouvoirs entre les mains de l'exécutif. Ça a toujours été le cas dans la tradition démocratique américaine vis-à-vis du reste du monde. La politique militaire, la politique étrangère, le pouvoir présidentiel était fort. Là, ce qu'on voit se développer, c'est aussi une volonté de concentrer les pouvoirs pour les fonctions domestiques, les pouvoirs domestiques. Et donc c'est la rencontre d'une personnalité et d'une pensée de nature autoritaire. Vous dites que l'erreur, ce serait de penser qu'il ne fera pas ce qu'il dit. Et en même temps, il part d'un côté, il part de l'autre. C'était le cas notamment sur les droits de douane. Il y a eu reculade. Donc du coup, la reculade, on l'utilise comment? Est-ce que c'est, oula, ça fait trop bouger les marchés, donc je recule d'un pas? Ou est-ce qu'il a obtenu ce qu'il voulait au fond? Il vérifie qu'on lui mange dans la main et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est en quelque sorte les deux. Sa vision à lui, c'est de réindustrialiser l'Amérique.
Et donc ce qui s'est passé avec le Canada et le Mexique, en réalité, c'est que pour être investisseur et vouloir encore investir au Mexique, compte tenu du degré d'incertitude, il faut être vraiment sûr de soi. Et donc de son point de vue-là, il n'a pas besoin des droits de douane, juste l'instabilité sur la perspective de changer les droits de douane lui suffit. Donc il y a cela, mais il y a aussi des contre-pouvoirs, puisque les Américains sont très sensibles à l'évolution de leur portefeuille boursier, puisqu'il y a beaucoup plus d'Américains qui ont des portefeuilles boursiers qu'en Europe. Ils sont aussi plus endettés, ils sont très sensibles à l'évolution des taux d'intérêt. Et donc la réaction d'un certain nombre d'acteurs de marché pendant le week-end, sous la pression extrême au dernier moment, a été de montrer et de dire au président que, attention, ce qu'il pouvait faire sur le Canada et le Mexique pouvait impacter les actions et les taux d'intérêt. Donc ça a joué aussi, c'est tout en couleur, il y a tout ça qui se développe sous nos yeux. Après, ce qui est assez frappant, parce que, et c'est évidemment la destination, c'est aussi l'image, en fait, c'est ce qu'il montre, mais il prend ses décisions par décret. Donc on le voit poser sa très grosse signature. Il submerge de décrets. Donc ça veut dire pas passer par le Congrès. Mais pour autant, il a la Chambre et il a le Sénat. Donc pourquoi est-ce qu'il ne fait pas entrer un certain nombre de changements ? Je pense par exemple à la réforme de la fonction publique, par exemple. Pourquoi il ne fait pas entrer un certain nombre de changements dans la loi, par le Sénat, par la Chambre des représentants ? Qu'est-ce que ça change pour lui ? Ça change que ça irait probablement trop lentement. Ça change qu'il ne fait pas confiance aux parlementaires. Et puis, il y a même les siens, en fait, Renaud Lassus, même les siens. Bien sûr, même les siens. Qu'il y a un élément qui est très présent aujourd'hui, c'est l'utilisation de la peur. Je pense que nous, Européens, ce qu'il faut que nous voyions, c'est cette utilisation de la peur en démocratie, des choses que nous avons d'ailleurs peut-être connues dans notre propre passé. Et donc, il fait peur au Congrès, il fait peur au business. Il y a, c'est peut-être un sujet dont il faut qu'on voit, je pense qu'il faut qu'on le voit en Europe. La peur est omniprésente avec des menaces directes. Il menace le président de Bank of America publiquement à Davos, au motif que cette banque ne respecterait pas ses soutiens. Il menace les fonctionnaires, on le voit aujourd'hui. Même des publicitaires qui ne font pas de publicité sur X se trouvent menacés par certains des soutiens de Elon Musk aujourd'hui, des membres du Parlement. Donc il y a cette utilisation de la peur pour créer un climat de sidération, y compris au Parlement. Vous avez cité Steve Bannon à l'instant. Il y a un papier qui a été beaucoup distribué du New York Times ce matin qui recite effectivement Steve Bannon et qui montre jusqu'à quel point dans cette stratégie de d'écrouler tout le monde sous une tonne de décrets, il est exactement dans ce qu'était l'agenda de Bannon. Mais dans ce papier, il y a aussi une phrase que j'aimerais bien vous soumettre qui dit « La véritable menace, c'est que Trump parvienne à nous convaincre qu'il a le pouvoir et ça n'est pas le cas. Il essaie de nous submerger, il essaie de nous déstabiliser, il essaie de nous convaincre que quelque chose qui n'est pas vrai, ne le croyez pas. » Et j'aimerais bien votre avis là-dessus, Renaud Lassus, parce que ce que nous dit ce papier en creux, c'est, attendez, un peu ce que vous avez dit d'ailleurs, sur le 14e amendement, c'est pas possible. Il n'a pas ce pouvoir-là, en tout cas pas en l'état. Sur Gaza, en l'occurrence, il n'a pas ce pouvoir-là non plus. Donc, est-ce que l'une des stratégies, puisqu'il se comporte comme un troll, c'est do not feed the troll. Ne lui donnez pas d'arguments pour qu'il avance encore et qu'il continue dans cette ligne-là. Je pense que ce dont l'Amérique a besoin aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de voix s'expriment pour dire effectivement, il n'a pas ce pouvoir-là. Il a gagné, Donald Trump, les élections avec une légitimité incontestable. Il a eu 77 millions de voix, un peu plus, contre 75. Mais ce seul élément montre qu'il n'a pas le mandat, en quelque sorte, exorbitant dont il se prévaut pour pouvoir changer la Constitution. Exactement, il n'a pas le pouvoir. Enfin, en tout cas, pas les pleins pouvoirs. Légitime, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Et puis, il y a aussi des contre-pouvoirs qui vont se révéler aux États-Unis. Ça fait que 15 jours qu'il a été inauguré. Ces contre-pouvoirs sont aujourd'hui sidérés, mais ils n'ont pas disparu, à commencer par la voix des Américains eux-mêmes. Il y a eu, depuis 2 jours, par exemple, le chef du bureau du FBI à New York, qui a des centaines de personnes sous lui, qui a estimé que les questionnaires qu'on lui envoyait pour déclarer sur le FBI, en quelque sorte dénoncer les agents du FBI qui avaient enquêté sur les assaillants du Capitole, eh bien, il a pris la parole auprès de ses équipes pour les défendre. Donc, il y a des voix comme ça qui vont s'exprimer dans la tradition de la démocratie américaine. Vous savez, John Kennedy avait écrit un livre qui s'appelait Profiles in Courage, les profils sur le courage, où il avait mis en avant, comme ça, des personnes qui avaient tout sacrifié à court terme pour défendre la démocratie américaine. Ces voix, elles n'ont pas disparu et je pense qu'elles vont
s'exprimer dans les mois qui viennent. Mais justement, vous avez dit tout à l'heure, il manque une grande voix. Moi, j'aimerais bien savoir où elle est. Et puis surtout, où est le Parti démocrate aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se réveille dans une opposition ? On a l'impression, nous, qu'il prend tellement tout le monde de surprise et il sidère tellement que pour l'instant, tout le monde est toujours paralysé, y compris dans son propre pays. C'est notre cas en Europe, c'est le cas du reste du monde sur une histoire comme Gaza, mais c'est le cas aux États-Unis sur les fonctionnaires, enfin je veux dire, qui sont en train de se faire virer par centaines et rien ne bouge. Alors d'abord, le système politique américain n'est pas celui de l'hypercentralisation. C'est un peu paradoxal que je vous dise ça quand on voit que Trump incarne cette hyper-concentration. Mais l'opposition n'est pas unie, il n'y a pas un grand porte-parole démocrate. Il y aura des gouverneurs démocrates qui vont commencer à parler. Le gouverneur du Michigan, le gouverneur de la Californie, etc. Donc il n'y a pas une seule voix. Et puis les démocrates aujourd'hui, ils sont en quelque sorte sidérés, mais aussi pris dans un moment d'introspection sur ce qu'ils ont raté et peut-être aussi de culpabilisation. Dénoncer l'omniprésence de l'argent autour de Trump, les démocrates ont beaucoup recouru à cet argent en politique. Dénoncer les oligarques de la tech, Obama et Hillary Clinton étaient en quelque sorte en alliance organique avec Google. C'était Eric Schmidt, le patron de Google à l'époque, qui faisait la campagne numérique de Hillary. Et Bernie Sanders a dit « Nous avons abandonné les classes populaires ». C'est un peu paradoxal de voir certains démocrates dénoncer Donald Trump lorsque celui-ci veut faire sauter l'accord avec le Mexique et le Canada, alors que toute la partie de l'aile gauche du Parti démocrate considérait que cet accord était mauvais pour les travailleurs américains. Donc il faut aussi prendre en compte qu'après une défaite comme celle-là, il faut un peu de temps au Parti démocrate de se reconstruire et de penser les thèmes sur lesquels il va essayer d'aller de l'avant. Vous disiez tout à l'heure, on a su que peut-être que ce qui pouvait aussi se réveiller et peut-être réveiller aussi Trump en fait d'une certaine façon, c'était le peuple américain. C'est un homme qui a peur de l'opinion, Donald Trump, qui veut être celui qui a eu le plus d'avance dans les voix aux élections, celui qui a la plus grosse foule à ses meetings, celui qui a le plus de monde à son investiture. Il a ça, Donald Trump. Est-ce que au fond, c'est pas par là qu'il décélère? Je pense que la difficulté pour nous, Européens, c'est de voir la diversité du pays. Aujourd'hui, on ne voit que les partisans de Donald Trump, pour cause, lorsqu'il libère des assaillants du Capitole qui parlent immédiatement de rétribution, on ne voit que ça. Et cette stratégie médiatique dont vous parliez vise à ne nous concentrer que sur ça. Il faut voir qu'il y a, je parlais de la concentration du pouvoir, il y a une vieille pensée très ancienne, bipartisan de la déconcentration du pouvoir aux États-Unis. Liberties from all masters, donc il n'y a pas d'aristocratie dans la tradition américaine. Ces gens-là n'ont pas disparu. Et de façon paradoxale, certains sont des républicains qui sont en train d'attaquer les monopoles, y compris X aujourd'hui. Donc cette pensée n'a pas disparu. Et donc nous, Européens, il faut que nous réfléchissions à voir si nous pouvons faire des liens avec des gens qui pensent la résilience de la démocratie dans un contexte exceptionnel. J'ai une dernière question très rapidement, Renaud Lassus, si vous voulez bien. Comment on fait pour mettre le dentifrice dans le tube, le cas échéant? Parce que ce qui se passe notamment dans l'administration, vous parliez du FBI tout à l'heure, il y a même un guichet départ qui a été ouvert à la CIA. Enfin, tout ça, ça peut avoir quand même des conséquences à long terme ou pas. Encore une fois, est-ce qu'on remet le dentifrice dans le tube à un moment? Ça sera extrêmement difficile si la fonction publique, admettons dans 2 ans, je parle de 2 ans parce qu'il y a des midterm elections en 2 ans, ou dans 4 ans, si la fonction publique américaine a été purgée et remplie de fidèles trumpistes, la question des démocrates, ça sera de faire la même chose dans l'autre sens. Et donc de ce côté-là, il y a un aspect irréversible. Mais sinon, les institutions, le Congrès, la Fed, les pouvoirs des gouverneurs, ils ne seront pas dissous. Donc, effectivement, il y a un aspect irréversible. Ça sera extrêmement difficile de revenir là-dessus. Trump a aussi des héritiers qui vont s'inspirer de lui. Et peut-être pour terminer, nous avons beaucoup parlé de l'Amérique. Il y a des contre-pouvoirs pour contrôler Trump sur l'Amérique. Pour le rapport de l'Amérique avec le reste du monde, politique militaire et notamment diplomatie dont je parlais, le président américain est moins encadré. Il a même des très larges délégations de pouvoir en matière de politique commerciale. Et donc, il est possible que le pouvoir exécutif de Trump, peut-être ses pires travers, s'expriment d'abord à l'égard du reste du monde, plutôt que autant qu'en matière domestique. J'allais dire à suivre parce que ce sera 1 par jour, 2 par jour désormais. Renaud Lassus, merci beaucoup. On vous lit régulièrement dans le grand continent. À une prochaine fois, très vite.
La suite ce soir, ça se passe au Kosovo qui vote le 9 février, donc dimanche, et qui est à peu près le seul pays de la région dont la démocratie fonctionne, justement là, tranquillement. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufresne sous les radars. Au Costa Rica, une supérette d'un côté, Nintendo de l'autre et au milieu, Super Mario. Le Monde à 18h50 et Franck Madvon. Bonsoir Franck. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Incohérente, illégale, irréaliste, on va revenir sur la proposition de Trump sur Gaza. Et le cinéma en VO, c'est vous Corinne Pellissier. Salut Corinne. Bonsoir, vous avez vu il y a 20 ans le film unique de Spielberg sur l'attaque terroriste des JO de 72. Eh bien ne loupez pas aujourd'hui September 5, filmé cette fois depuis la régie des journalistes de la chaîne ABC. Allez, à tout de suite. Tout le monde, le tour de la planète continue. Il passe par les États-Unis encore avec la très solaire Doechii, qui est la 3e femme seulement à avoir gagné le Grammy du meilleur album rap. C'était la semaine dernière à Los Angeles. Death Roll, c'est le titre. Et c'est dans la playlist d'Inter. Speed the freeway when I need a breeze, ayy. Wine in Chinese when I feel uneasy. Fall to my knees, take a line, I needed a boost. Stumble inside of the booth, mumbling none of the truth. As sweat drips down my tits, I contemplate how did it ever get like this. I contemplate how did I ever get this rich or get this bag. I wonder what them labels see in a bitch this black. I wonder what my friends all think when I'm not there. I love the way my ideas flow when I'm not scared. I love the way my hips roll slower, but I don't like the way it feels when my vices are absent, I'm not there. Sleep all day, all night, no time to work. Ex my fiance, can't make it work. Bad bitches get burned, but now that bridge is burning. When them tables turn, you can't call back. Ring, ring, got that call, but I can't call back. Feeling all alone, and I can't start that. I got shit to prove, no time to fall back, fall for who is where you left at. I wonder what's the point, I wonder why fight. I go to light the joint, I wonder why light. I feel so ignorant, sick of being friendly only bring bad business. If repetition is the master's practice, then I'm a mathematician when it comes to fashion. Dolciana giving trash key tour, your fate is a detour, I'm not none of these whores. Shed just like loose skin. I lost friends and lost kin. Closer than him, these loose ends. I'd rather choose me over them. These loose ends over him when I'm bleeding and I'm fading out. You know I gotta up that stock. I gotta up my profit when I'm outside. Keep my composure when I'm outside sober. Gotta up my Le reportage d'un jour dans le monde est au Kosovo ce soir, qui fait figure de bon élève de la démocratie dans les Balkans. Il ne vous a pas échappé que de plus en plus de sociétés sont prêtes à se jeter dans les bras d'autocrates ou pas loin. Le Kosovo, 26 ans après la guerre avec la Serbie, petit pays, très jeune donc, est le seul pays de la région à tenir des élections apaisées, entièrement libres, transparence. Une fierté pour ses habitants qui devraient être encore plus nombreux à se rendre aux urnes pour les législatives. Ce sera dimanche prochain, le 9. Et le reste, c'est Louis Seyé qui raconte. À quelques jours des élections, les meetings se succèdent à Đakovo, une municipalité de 80 000 habitants située au pied des montagnes, à l'ouest du Kosovo. Habillée en rouge et noir, l'URA est venue soutenir le parti de gauche Autodétermination, au pouvoir depuis 4 ans. À 21 ans, cette étudiante fait partie des 125 000 jeunes qui pourront voter pour la première fois ce dimanche. Avec ses livres, ses films, la Serbie fait toujours beaucoup de propagande contre nous. Vous, à l'étranger, vous y croyez et vous pensez que le Kosovo n'est pas un État démocratique, alors que c'est absolument le contraire. Face à une Serbie qui s'oppose toujours à la reconnaissance de leur pays, les 1 600 000 Kosovars sont fiers de leur jeune démocratie. État de droit, élections pluralistes et transparentes, séparation des pouvoirs. Les responsables politiques comme les citoyens aiment mettre en avant les progrès réalisés par leur pays. Ali Mouchai, 27 ans. La démocratie fonctionne bien mieux ici au Kosovo que dans les autres pays des Balkans. Les médias sont plus libres. Ici, pendant les campagnes électorales, tous les politiciens se font critiquer sur les plateaux de télévision, même le Premier ministre ou les membres du gouvernement.
L'organisme intergouvernemental IDEA confirme ces avancées démocratiques. Les Kosovars ont plus confiance dans leurs institutions que leurs voisins et malgré les conservatismes patriarcaux, le Parlement est composé à 40% de femmes et le pays en est déjà à sa 2e présidente. Sur le plan international, le pays le plus jeune d'Europe affirme régulièrement sa position pro-occidentale et son soutien à l'Ukraine. Les valeurs de liberté et de démocratie sont une évidence pour Lila, une commerçante d'une 60aine d'années qui a grandi en France. On est très européens de mentalité, je pense. Parce qu'on a beaucoup de parents qui ont vécu en France, on a pris un peu de la France, un peu de la Belgique, tout ça. Et puis on s'intègre, on veut être européen. On ne veut pas être comme les Slaves ou les Russes. Non, on est contre. On veut être plus européen. Lors des dernières élections, le parti de gauche anticorruption a triomphé avec 48% des voix. Le scrutin comme l'alternance se sont déroulés sans tension ni difficulté particulière. À 53 ans, Nahim Loha est un élu local du Parti démocratique, aujourd'hui dans l'opposition. Selon lui, contrairement à ce qui se passe en Albanie, en Bosnie ou en Serbie voisine, au Kosovo, les fraudes électorales et les achats de votes sont de l'histoire ancienne. J'ai été membre de la commission électorale 3 fois d'affilée et il n'y a jamais eu de problème avec aucun parti politique. Pas de problème, pas d'incident, pas de violence. Les États occidentaux nous ont aidés parce qu'on sortait du communisme et on a aussi connu la guerre, mais avec cette aide, on a réussi à tenir avec succès nos élections successives. Depuis la fin du conflit avec la Serbie en 1999 et encore aujourd'hui, de nombreuses organisations internationales supervisent et soutiennent le développement de la démocratie kosovare. Professeur à l'université américaine de Pristina, Mark Baksin travaille depuis plus de 30 ans dans les Balkans. La présence en continu et sous différentes formes de la communauté internationale, de l'Union européenne, des Nations unies, permet au Kosovo d'avoir une démocratie fonctionnelle. L'état de droit est aussi plutôt respecté, il y a des médias libres et assez divers. Les gens ont véritablement accès à une variété de sources d'informations. Grand favori de ces législatives, le parti de gauche nationaliste d'Albin Kurti devrait rester au pouvoir. Mais avec une diplomatie américaine qui lui est ouvertement hostile, le second mandat de ce tribun de l'autodétermination s'annonce particulièrement difficile. Un reportage signé Louis Seyé. Louis, merci beaucoup, à très vite. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Et nous sommes d'abord en République démocratique du Congo, Kevin, où l'ONU parle d'un massacre. Alors que la guerre a repris aujourd'hui, on en parlait dans le journal de 18h, là on parle de ce qui s'est passé le 27 janvier. Les hommes du M23, soutenus par le Rwanda, attaquent le centre de la grande ville de Goma. Les combats font rage avec les forces congolaises, des combats qui touchent la prison de Munzenze, permettant l'évasion de milliers d'hommes. Et dans une interview au Guardian aujourd'hui, Viviane Van de Peer, une des responsables de la force du maintien de la paix des Nations Unies basée à Goma, affirme qu'avant de quitter la prison, certains de ces détenus ont attaqué l'aile réservée aux femmes. Attention, les faits dont on va parler ici peuvent être difficiles à entendre. Elles ont toutes été violées, explique Viviane Van de Peer. Et ensuite, ils ont mis le feu au quartier des femmes. Ces femmes détenues sont alors presque toutes mortes, brûlées vives. Des crimes atroces qui, d'après l'ONU, sont les pires commis en RDC depuis le début de la guerre. Les Nations Unies qui venaient de dénoncer le fait que les groupes armés dans ce conflit en RDC utilisent le viol comme arme de guerre. Nous sommes en Australie, Kevin, où DeepSeek n'est pas la bienvenue. Interdiction d'utiliser l'intelligence artificielle chinoise sur tous les équipements gouvernementaux. En somme, pas de DeepSeek sur les téléphones ou les ordinateurs des fonctionnaires parce qu'ils représentent, je cite, un niveau de risque inacceptable en matière de sécurité pour le gouvernement australien. Voilà ce que dit la ministre de l'Intérieur, Stephanie Foster, qui craint que DeepSeek aspire des données sensibles et que la Chine puisse s'en servir. Rappelons que DeepSeek est loin d'être un outil indépendant et il est complètement calé sur la censure de Pékin sur certains sujets comme Tiananmen par exemple. C'est un nouvel exemple des craintes que suscite DeepSeek
diplomatiques à travers le monde. Taïwan, pour les mêmes raisons, a interdit l'usage à ses fonctionnaires il y a quelques jours. L'Italie a lancé une enquête, estimant que la start-up chinoise donnait des réponses totalement insuffisantes sur l'utilisation des données personnelles. La France, l'Irlande ou encore la Corée du Sud ont adressé des demandes formelles à DeepSeek sur le traitement des infos fournies par les utilisateurs. Et puis alors, rien à voir, nous sommes au Costa Rica où vit Super Mario alors ? Et oui, enfin pas celui auquel vous pensez, et c'était bien là tout le problème. Super Mario, c'est le nom d'une supérette familiale très banale dans la petite ville de San Ramon, baptisée ainsi parce que son propriétaire s'appelle Mario. Mais ce nom, et il est super en plus, mais ce nom, il n'a pas plu du tout à Nintendo, créateur du plombier le plus connu du monde. Le géant japonais du jeu vidéo a tenté de forcer le commerce à renoncer à son nom l'année dernière parce qu'il détient les droits de la marque dans le monde entier. Sauf que ces droits, ils ne s'appliquent pas dans ce cas-là. C'est en tout cas ce qu'a décidé le registre national de la propriété intellectuelle du Costa Rica, qui autorise donc les propriétaires à garder ce nom de Super Mario. Désolé Nintendo, Super Mario, c'est mon papa, a réagi le fils du Mario en question, Carlos Alfaro. Et ben voilà, comme ils ont gagné, ça valait bien la petite musique du jeu. C'est quand on a fini un niveau dans Super Mario. C'est pas la peine de m'expliquer, je sais très bien. Qu'est-ce que vous croyez ? Allez Kevin, merci beaucoup. Tiens, voilà une autre de petite musique, un peu plus travaillée, un peu plus classe aussi. Neil Young, Harvest. À tout de suite dans Un jour dans le monde. She wake you up to tell you that it was only a change of plan? Dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Did I see Neil Young et Harvest sur France Inter et Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, on est en retard. Franck Madvaux. How dare you? World of change. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, on revient donc avec vous sur la proposition de Donald Trump de contrôler la bande de Gaza. L'idée provoque évidemment une vague d'indignation dans le monde entier. Et ce soir, vous nous dites pourquoi ça n'a aucun sens. Oui, je m'efforce d'habitude de faire preuve, Fabienne, de nuance, mais là on ne voit vraiment pas comment accorder ne serait-ce qu'un soupçon de crédibilité au projet. Voilà en gros l'argumentaire. Trump et son administration constatent que Gaza est en ruine, qu'on ne peut plus y vivre et qu'il faut donc déplacer ces 2 millions d'habitants pour reconstruire le territoire qui deviendra la Côte d'Azur du Moyen-Orient. C'est le raisonnement, votre invité le disait tout à l'heure, d'un promoteur immobilier, le métier d'ailleurs de l'envoyé de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff. En clair, on pourrait résoudre un des casse-têtes diplomatiques les plus complexes au monde par un simple deal commercial, les États-Unis prenant bien sûr des parts dans le business. Trump adopte les mêmes réflexes sur l'Ukraine quand il propose cette semaine à Kiev son aide en échange
échange de garanties sur les terres rares du pays. Mais le commerce ne peut pas ignorer la géopolitique. Et c'est le premier problème de la proposition de Trump. Nier l'histoire et l'attachement des Palestiniens à leurs terres. 3/4 de siècle après la Nakba, l'exode de quelques 700 000 Palestiniens à la création d'Israël. Ils seraient 3 fois plus nombreux, forcés à quitter leur foyer. C'est un nettoyage ethnique, un projet qui foule aux pieds le droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'obstacle est donc aussi juridique. Même si le droit est une notion à géométrie variable au Proche-Orient, il y a des règles. Tout déplacement forcé de population est interdit. Les condamnations pleuvent en Europe, au Moyen-Orient, en Asie. Et quel serait le cadre d'une prise de contrôle de Gaza par les États-Unis ? Voilà, faudrait par ailleurs que Washington envoie des troupes. C'est un obstacle de plus, Fabienne, et une énorme incohérence. Donald Trump a toujours eu un mantra en politique étrangère, le désengagement, réduire l'implication des États-Unis dans les crises internationales. Le même homme serait donc prêt aujourd'hui à déployer des soldats à Gaza. C'est à la fois dangereux et coûteux. Un virage à 180 degrés difficilement justifiable. Quant aux pays arabes censés accueillir les Palestiniens, ils balayent le projet d'un revers de main. La Ligue arabe et ses 22 pays y voient une recette pour l'instabilité. Même en Israël, les modérés s'interrogent sur la faisabilité de la proposition de Trump. On peut ajouter à la liste le coût gigantesque d'un tel projet. Qui pourrait financer cela ? On peut enfin s'interroger sur l'impact de propos aussi transgressifs sur le processus en cours de libération des otages à Gaza. Ne fragilise-t-il pas la maigre confiance établie ? Donc ce projet de Trump ne verra jamais le jour. En tout cas, à court ou à moyen terme, c'est impensable. Beaucoup trop d'obstacles à surmonter. Il est possible que Trump ne mesure pas qu'un tel projet défie la raison et ne sera pas mis en œuvre. Dans ce cas, on dépense sans doute beaucoup trop d'encre et de salive pour commenter ses propos. On peut aussi faire 2 observations. La première, c'est que Trump propose une autre approche de la diplomatie, débarrassée de l'histoire, chargée d'idéologie. C'est très discutable, mais c'est peut-être un moyen de faire bouger les lignes. La seconde, c'est que la sortie de Trump pourrait masquer d'autres projets, comme l'annexion de la Cisjordanie par Israël, beaucoup plus réalistes. Franck Madevon, merci beaucoup. Vous reviendrez demain. Le mercredi, c'est cinéma et c'est Corinne Pellissier. Moteur. France Inter. Un jour dans le monde. There's a hostage situation going on right now in the Olympic Village. Corinne, l'événement a marqué pour toujours l'histoire des JO. Le 5 septembre 72 à Munich, 11 athlètes israéliens pris en otage et assassinés dans le village olympique par un commando palestinien, donc de l'organisation Septembre Noir. Steven Spielberg, qui a 20 ans, avait déjà fait un film. Aujourd'hui, c'est un jeune réalisateur suisse qui s'y colle. Il s'appelle Tim Fellbaum, avec un film sobrement baptisé September 5, qui reprend les mêmes faits, mais sous un autre angle, celui des journalistes qui couvraient l'événement. Voilà, bienvenue ici dans la newsroom de la chaîne américaine ABC qui vient de déployer pour l'événement un dispositif impressionnant avec des techniciens, des journalistes sportifs, des caméras partout sur le site du village olympique. Vous me direz aujourd'hui, tout cela est très banal, hein, sauf qu'en 1972, les événements de cette envergure à la télé, on ne les suit pas en live sur les chaînes d'infos en continu. Il n'y a pas encore les réseaux sociaux. On est déjà avec ces JO dans quelque chose d'un peu inédit. Et lorsque l'attaque se produit, que les premières dépêches d'agence arrivent sur les téléscripteurs des journalistes, eh bien, le monde des médias bascule. Les journalistes d'ABC vont être les premiers dans l'histoire à couvrir une attaque terroriste en direct à la télévision, avec tout ce que ça implique de questionnements, de décisions à prendre en urgence. Le niveau de tension est excessivement bien restitué dans le film. Tim Fellbaum a réalisé un travail très minutieux sur les archives. Il a obtenu, avec l'accord d'ABC, des heures entières d'enregistrement qui se mélangent ici avec des scènes de cinéma jouées par des comédiens, Peter Sarsgaard, Zinedine Soualem ou Ben Chaplin, dans un thriller ultra efficace où tout sonne juste. On a dû recréer certaines des scènes qui se sont déroulées sur le site olympique pour des raisons évidentes, une caméra ici éteinte ou avec un mauvais angle. Pour des questions de décence, on ne voulait pas non plus montrer les visages des personnes au moment où elles sont en train de se faire tuer. Mais il y a des choses que le cinéma ne remplace pas, c'est l'humain et la performance du présentateur Jim McKay. On a reçu des heures et des heures d'enregistrement. Ils nous ont donné accès à toutes leurs archives. La responsabilité était grande, on a tout décortiqué, mené un travail de recherche très minutieux pour ne rien oublier. On a eu accès à des photos pour reproduire la technologie de l'époque. On a eu accès aux plans du studio et même à ce que les gens portaient ce jour-là. C'était important pour nous d'être au plus près de la réalité. Aujourd'hui, tout le monde a une télé ou une caméra dans sa poche et peut livrer des images auxquelles tout le monde a accès tout de suite. La plupart des événements sont aussi diffusés en streaming sur les réseaux. C'était intéressant de faire un pas en arrière et de regarder comment ça se passait avant, il y a 50
50 ans. Comment on couvrait un événement pareil pour la toute première fois? Good morning, I'm Jim McKay speaking to you live from the Olympics in Munich, West Germany. Alors on l'entend justement dans cet extrait, le journaliste sportif Jim McKay, pas du tout capé pour commenter une attaque terroriste en direct, dans un film qui retrace en revanche très très bien les dilemmes et les tensions liées à la nature de l'événement. Ouais, c'est ce que je trouve intéressant dans le film, au-delà du rythme, au-delà du thriller, de la restitution de ce moment d'histoire, il y a un travail autour de l'éthique. On est dans la régie d'ABC, confronté à toutes les décisions qui se prennent en général en coulisses, que personne ne voit et qui ont un impact évidemment déterminant sur le résultat à l'écran. Vertu pédagogique très importante à une époque aujourd'hui de grande défiance envers les médias traditionnels et de désinformation. If they shoot someone on live television, whose story is that? Is it ours or is it theirs? Once you filmer quelque chose en direct n'a jamais rien d'innocent. On doit décider d'éléments qui influent sur la manière dont les gens vont percevoir l'événement. L'endroit où vous posez la caméra n'est pas neutre. Et l'objet du film, c'est d'interroger tout ça. Les JO de Munich, avant même qu'ils se transforment en tragédie, avaient déjà quelque chose d'unique dans l'histoire des médias. La mission numéro 1, c'était de montrer le nouveau visage de l'Allemagne après Hitler. C'était les premiers Jeux sur le sol allemand depuis 1936. Il fallait envoyer au monde des images d'un pays quasiment hippie. C'est pour ça, par exemple, que dans le village olympique, les policiers ne portaient pas d'armes. Le niveau de sécurité était très laxiste, car on ne voulait plus voir une seule image d'Allemands avec un revolver à la main. La technologie de l'époque est maintenant complètement dépassée. Mais les questions éthiques, elles, n'ont pas changé. Ce qu'on montre à l'écran, ou alors ce qu'on décide de ne pas montrer, la manière aussi de nommer les choses, les mots qu'on utilise, il faut être très prudent à l'antenne. Et puis, à quelle vitesse on dévoile les faits? Quelles sont les sources? This is our story, and we're keeping it. What do I tell the cameras? What do you mean? I mean, can we show someone being shot on live television? Ça s'appelle September 5, signé Tim Felbaum au cinéma ce mercredi. Corinne Pellissier, merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly. Juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefebvre. Bonsoir à tous. Ne le prenez pas pour vous Philippe, mais ce soir on s'inquiète de passer pour des vieux cons. Bah oui, est-ce qu'on comprend encore les jeunes, vous savez, ceux qui envoient plutôt des vocaux plutôt que téléphoner. Michel, 68 ans, j'ai une fille qui a 30 ans, sa société a fermé, elle est devenue chômeuse, je me suis inquiété pour son avenir, mais elle m'a dit que ce n'était pas une priorité de retrouver du travail, elle voulait se reposer. Je me sens en décalage avec elle. Allez, 01 45 24 7000 pour discuter avec nous, même chemin par WhatsApp.